y a de cela 2 ans, le président de la République a convoqué le grand dialogue national des assises qui se sont tenues au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était donner la possibilité aux Camerounais de pouvoir discuter des problèmes qui se posent à eux, des problèmes d'ordre politique, économique, sociaux et culturel. Il y avait notamment au centre du débat la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la lutte contre le terrorisme, Boko Haram dans l'extrême nord. Et nous avons 2 ans après la possibilité de discuter avec Anissé Kane du Manidem, qui était membre de la commission chargée de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest lors de ce grand dialogue. Avec lui, nous allons essayer de faire un bilan qui tient compte de la situation que nous vivons aujourd'hui sur le terrain de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 2 ans après ce grand dialogue, Anissé Kane, vous avez la nette impression, vous avez le sentiment que les lignes ont bougé, les résolutions que vous avez prises au Palais des Congrès de Yaoundé, certaines ont commencé à être mises en œuvre? Oui, je pense que les lignes ont bougé. Ceux qui pouvaient imaginer que au lendemain du grand dialogue, la guerre allait s'arrêter, on serait revenu à une situation normale, je crois que c'est un leurre. Quand j'étais à l'école primaire, le maître nous enseigne que la maladie vient au galop et s'en va au pas. Et la guerre vient généralement au galop, mais elle s'en va au pas. Si on est lucide et sincère, on peut quand même affirmer qu'il y a un retour progressif à la normale. Il y a une normalisation de l'activité scolaire. Le nombre élevé déjà des candidats présents aux examens l'année dernière n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a un retour social, les chefs traditionnels reviennent dans le pays. L'activité générale dans ces zones a largement repris. Le grand dialogue était une étape de retour à la normale. Toutes les forces sociales, économiques, politiques étaient donc concernées par ce dialogue. Parce que la situation, cette situation anormale dans le nord et le sud-ouest, dérange, déstabilise, déstructure toute l'activité dans tout le pays. Donc on s'est parlé avec bien sûr des avatars. Tout le monde n'était pas là, il y a des gens qui ont boudé le grand dialogue, etc. Mais on s'est parlé, on a pris des résolutions générales à court, moyen et long terme. Par exemple, qu'on accélère la décentralisation, qu'on accorde un statut spécial à cette zone. L'implémentation de ces 2 mesures particulière est en train d'être faite. C'est-à-dire que les conseils régionaux ont commencé à travailler avec des particularismes liés à cette zone et d'une manière ou d'une autre, il y a eu un enthousiasme, je veux dire qu'une participation, une adhésion progressive aux populations à ces mesures. Vous êtes également d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la situation n'est pas du tout bonne dans le nord-ouest et le sud-ouest. La preuve avec les derniers événements à Bamenda. Comment vous expliquez le fait qu'on ait tenu le grand dialogue, qu'on ait pris des résolutions, que quelque chose soit amorcé, mais qu'aujourd'hui on assiste à cette résurgence de la violence, de l'extrémisme violent? Je crois que tout le monde s'accorde sur le fait que l'aventure rocambolesque, fantasmagorique de la division du pays par les soi-disant amazoniens, c'est un leurre, c'est fini. Bien sûr, puisque c'était tout un processus qui a mené en 2016 les extrémistes séparatistes à prendre les armes. On ne dépose pas les armes comme ça du jour au lendemain. Il faut les contraindre à déposer les armes. On dépose les armes si on revient à de bons sentiments, si on fait le bilan de l'échec d'une aventure de cette prise des armes. Ou bien qu'on fasse le bilan de l'échec militaire sur le terrain. Voilà les 2 possibilités. Les gens signent des redditions quand ils font le constat sur le terrain qu'il vaut mieux s'arrêter plutôt que de continuer. Ou bien ils anticipent sur le résultat d'une telle aventure.
Bon, ils n'ont pas anticipé. Aujourd'hui, sur le plan militaire, je crois qu'ils sont défaits. Au lieu d'aller de l'avant, de trouver des portes de sortie honorables, une grande partie, une certaine partie de cette nébuleuse séparatiste a pris sur elle d'augmenter le degré de violence des attentats lâches, barbares, à l'encontre de nos forces de défense et de sécurité. Il faut ajouter, tout récemment, l'État a signé les accords pour l'arrêt des corridors d'armes après que ces séparatistes aient eu un apport d'armes de la part des fighters du Biafra. Je crois que c'est la conséquence de ce relâchement dans les frontières. Mais moi, j'ai confiance en nos forces de défense et de sécurité. Leur réputation, surtout l'armée camerounaise, dans notre zone, au moins notre sous-zone et en Afrique, ben, elle est établie. Il y a une guerre de l'opinion, c'est-à-dire une bataille de l'information médiatique. Il y a la guerre de l'opinion, il y a ce regain de violence, mais on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que tout cela n'est pas de nature à atteindre le moral des troupes engagées sur le front de la guerre. Nos forces de défense ont besoin d'être soutenues en ce moment parce que justement elles défendent l'intégrité territoriale. L'épisode de la soi-disant attaque du convoi du Premier ministre ben, est en réalité une opération médiatique. C'est l'occasion en réalité pour revenir sur le sacrifice, le courage, la détermination de nos militaires dans cette opération de défense de notre intégrité territoriale. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a un ami, un frère, cousin militaire qu'on envoie dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est pas facile. Les familles vivent ça très mal, dans la détresse, dans l'angoisse. Et lorsqu'arrive la situation fatale, c'est encore plus grave. Vous n'allez peut-être pas partager mon avis, c'est un avis personnel. Il y a comme une sorte d'attentisme de la classe politique nationale. Quand on perd un soldat, 2 ou 3, on ne voit pas les leaders d'opinion s'émouvoir. On n'entend pas des voix s'élever pour décrier ces actes, alors qu'ailleurs, ça fait l'objet d'une mobilisation de la nation. Dans d'autres pays, pas très loin de nous, un soldat qui tombe, toute la nation est mobilisée. Souvent pour des guerres qui ne sont pas aussi justes que celle de la défense de notre intégrité territoriale. On devrait chaque fois éviter que ce soit l'affaire de l'exécutif, du gouvernement, d'encadrer par la compassion les messages de soutien notre armée. C'est notre affaire, c'est notre armée, c'est l'armée nationale, dont nous sommes autant concernés que l'exécutif, que le gouvernement, dans cette démarche de compassion, de solidarité, d'encouragement de ceux qui sont en première ligne pour que nous existions. Et c'est l'occasion peut-être de lancer un appel à l'ensemble des forces politiques, économiques et sociales, que tout le monde se sente concerné, que les gens prennent des initiatives pour aller visiter les familles de nos soldats qui ont perdu les leurs. C'est toujours réconfortant de ne pas se sentir isolé quand on est dans le malheur. C'est important. Vous avez travaillé au sein de la commission du Grand Dialogue National qui s'occupait de la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a beaucoup apprécié cette constitution, notamment des propositions qui ont été faites. Eh bien, on a nommé un responsable pour conduire cette opération sur le terrain. Mais il y a une certaine opinion, Monsieur le Président, qui pense que la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest va à pas de tortue. Ça n'avance pas beaucoup, il y a beaucoup plus de discours que d'actions concrètes sur le terrain. J'ai eu la chance d'appartenir, de faire partie de la commission de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons élaboré en proposition un plan à terme, un plan moyen terme, un plan à long terme, qui s'étalait sur 10 ans, avec des financements de l'ordre de 3 500 milliards de francs. La première phase, qui était de mettre en place des structures indispensables
Si cette structure, c'est pour enclencher le processus après le grand dialogue national. Mais pour reconstruire, il faut financer. Donc c'est tout un processus de mise en place de cette reconstruction qui normalement prend un peu de temps. C'est vrai qu'on peut dire qu'on aurait pu aller plus vite, mais la situation financière peut-être de notre pays aujourd'hui ne plaide pas en faveur d'une rapide implémentation des mesures qui sont celles qui doivent entamer la reconstruction, c'est-à-dire les indemnisations, la reconstruction des infrastructures, la reconstruction des bâtiments scolaires, hospitaliers, etc. Mais je pense que pour avoir souvent rencontré le ministre Tasson, qui était avec nous et qui est dans le comité de reconstruction, de suivi de ces recommandations, chaque fois que j'ai pu discuter avec lui, il m'a dit qu'il est dans une phase de collecte des investissements. Le président de la République privilégie le dialogue dans la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au-delà de ce dialogue qui a, bien sûr, produit des effets, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Mais le dialogue est permanent, devrait être permanent dans le pays, et spécialement dans des zones en crise. Mais vous savez, on est dans une situation de guerre larvée. Et l'une des conditions pour l'accélération du dialogue, c'est le dépôt des armes par les séparatistes. Vous voyez, c'est eux qui ont pris des armes pour faire une sécession, c'est-à-dire diviser le pays, c'est-à-dire mettre en cause tout le combat avec autant de sacrifices que des milliers de patriotes ont mené pour la réunification et l'indépendance. Surtout venant d'un IPC, c'est inadmissible. Politique, ce matin est revenu donc sur le grand dialogue national, 2 ans après la tenue de ces assises au Palais des Congrès de Yaoundé. Des assises qui étaient censées apporter une solution aux crises multiformes que le Cameroun traverse en ce moment. Nous avons discuté avec Anissé Kane du Manidem, son point de vue sur le sujet. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.